soyez pas paniqués. Hein. Je pense qu'on ne va pas vous donner une autre que ce que vous avez appris. D'accord? Donc on va vous donner ce que vous avez appris. D'accord? Donc ne soyez pas paniqués. Et l'Esprit Saint est toujours avec vous. Je voudrais compter sur vous pour hisser le littoral à la première place. Taux de réussite, 100%. Nous avons le sentiment, rien qu'en voyant les enfants, qu'ils ont été bien préparés. Ça veut dire que le corps enseignant a répondu présent. Et nous espérons, avec cette organisation, avec cette rigueur, avec ce professionnalisme que nous avons observé, que les résultats seront à la hauteur de nos espérances, c'est-à-dire quasiment 100% de réussite. L'année s'est très bien déroulée et donc les résultats se verront, n'est-ce pas? Donc on leur a transmis les encouragements du président de la République et les mots de bonne chance. Dans le littoral, nous avons au total 13 112 candidats, dont 18 à besoins spécifiques. Le total de filles, c'est 6 942. Et au niveau des garçons, nous avons 6 190. Alors combien de centres? Nous avons au total 16 centres. Un centre est réservé pour les candidats à besoins spécifiques. Il y a une baisse de plus de 200 parce que au niveau des candidats libres, et le taux a chuté considérablement. Si bien qu'on s'est retrouvé à 13 112, contrairement à l'année dernière qui était de 13 338. Je félicite beaucoup les autorités du CG, les pylônes, parce que depuis que nous avons pris le centre en main le vendredi, on a constaté qu'un très bon travail a été fait. Et c'est ça qui nous a permis de faire un très bon lancement ce matin. Bien déroulé, et le cadre est bien propre, et les enfants sont prêts pour démarrer. Donc, et je pense que le littoral va donner 100%. La première chose que j'exige de tous nos candidats, c'est d'être d'abord optimistes. Forcément, quel que soit alpha, quelles que soient leurs conditions de vie, il faut qu'ils se disent, je vais à cet examen pour le décrocher, le ramener à mes parents, tout comme ceux qui m'ont précédé l'ont fait et ont réussi, parce qu'ils n'ont pas deux têtes. Ça fait un. Deuxièmement, il faut qu'ils surveillent leur santé et leur alimentation. Et c'est là qu'intervient le rôle des parents. On ne s'empitrer de je ne sais quoi pour dire, mais au béton souhait. On mange du haricot, on met du gari dessus et puis on prend tout ça avec du pain. C'est dangereux pour l'organisme. Il faut manger léger, boire beaucoup d'eau, prendre des choses naturelles, les légumes, ainsi de suite, et puis ne pas s'intoxiquer sur le plan alimentaire. Les révisions qu'on fait lorsqu'on est on est à quelques jours des examens, doivent être des révisions intelligentes. Il n'y a pas de pidging, ce que les gens appellent le par cœur, le PC chronique. Non, il faut apprendre avec raisonnement et logique et s'approprier les leçons pour les réécrire. En histoire géo, en SVT, il faut prendre toute la mesure de ce que vous avez à faire et de vous l'approprier et non de faire du PC, du bushing comme on dit. Ça ne sert à rien parce que quand vous serez dans la salle et qu'un seul mot va vous échapper, eh bien là, c'est foutu. Pour tout le reste du temps, vous allez transpirer jusqu'à ce qu'on ramasse les feuilles. Les parents ont un très grand rôle à jouer. Ils doivent surveiller aussi l'alimentation de leurs enfants. Ils doivent suivre ça de près et devenir leur assistant forcément. Mais il faut aussi que dès maintenant, là, vous fassiez tout en tant que parent pour traiter le paludisme à vos enfants. Parce que quand ça vous prend en salle d'examen, alors là, c'est triste. Vous faites de la température, vous n'avez plus votre tête au travail, vous êtes vraiment courbaturé partout. C'est pour cela qu'il faut prévenir ce palu-là, le traiter aisément. Il y a plusieurs façons de traiter le palu, donc il faut y penser. Et vous devez aussi, une fois dans la salle, éviter d'être agité. Je regarde derrière, je regarde ici, parce que j'ai des camarades de classe que je retrouve là. Non, 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 non. Quand vous êtes dehors, que vous voyez, saluez-vous, embrassez, vous faites tout ce que vous voulez. Mais dès que vous êtes en salle, attention. Si vous restez quelque part, vous dites, oh, parce que vous êtes ci ou ça, ce n'est pas prudent. Donc voilà un peu quelques-uns des éléments. Il y en a d'autres. Moi, je les ai classés en 7 rubriques et je crois que c'est ce que je pense.
Il importe de rappeler que cette nouvelle politique est en parfaite adéquation avec la vision One Health qui prend en compte les interactions entre la santé environnementale, la santé animale et la santé humaine. Au nom de mes pairs, nous nous engageons à exécuter nos activités de relais communautaire en collaboration avec les agents de santé communautaire qualifiés ou tout autre agent désigné à cet effet avec professionnalisme et fidélité pour le bien-être de la population. Ce nouveau jour qui se lève sur Niki est un jour magnifique car il est rempli d'espoir pour toutes les communautés du Bénin qui aspirent une meilleure santé. La nouvelle politique de santé communautaire adoptée en 2020 est ambitieuse. Un relais communautaire aura à charge en moyenne 200 ménages. Il aura pour mission de visiter les ménages de son aire de couverture au moins une fois par semaine pour détecter les problèmes de santé, conseiller et orienter, distribuer des intrants et produits de santé et aider à la référence des cas. Il utilisera un outil digitalisé sur lequel il enregistrera les données de santé au fur et à mesure sur une plateforme. Il rendra compte et prendra conseil auprès de l'agent de santé communautaire qualifié qui est positionné au niveau de chaque arrondissement. Dans le nord de l'Ouganda, les habitants se retournent contre la combustion du charbon de bois. La pratique séculaire, lucrative et destructive, le pays risque la désertification à cause de l'abattage incontrôlé des arbres. Le principal fournisseur de charbon de bois du pays, le district de Gulu, est depuis longtemps le théâtre d'une destruction continue des forêts. La sécheresse que nous connaissons dans le nord de l'Ouganda et surtout dans notre district est due à cette destruction. On se rend compte que ces gens qui détruisent cet environnement ne sont pas d'ici. Ils font cela sans se soucier de laisser de la végétation, comme vous pouvez le voir. L'Ouganda a longtemps lutté pour protéger ses forêts au milieu d'une explosion démographique qui alimente la demande en charbon de bois, perçue comme une énergie bon marché. Il est également la seule source de revenus pour de nombreuses familles venues des grandes villes. Nous sommes venus de Kampala pour brûler du charbon de bois ici. Malheureusement, ce sont les locaux qui nous vendent les arbres qui se retournent contre nous et demandent aux agents de sécurité à détruire le charbon de bois. Nous étions au chômage. Aujourd'hui, nous dépendons de cette activité pour subvenir aux besoins de nos familles. La production de charbon de bois persiste malgré l'ordonnance présidentielle ainsi qu'une loi contre le changement climatique, habilitant les autorités locales à réglementer les activités nuisibles. J'ai mobilisé tous les jeunes de la région pour arrêter tout camion transportant du charbon de bois, sans blesser ni battre personne, ni brûler les camions, juste ramasser le charbon de bois et laisser partir les gens. Le gouvernement était surchargé dans toute la région et nous avons réussi à rendre cette pratique risquée. Vous pouvez parcourir 100 km. Vous ne trouverez aucun camion transportant du charbon de bois. Mais auparavant, un week-end comme celui-ci, il y avait de 500 à 1000 camions. Selon un rapport de l'ONU, la dépendance au charbon de bois est la plus élevée en Afrique et en Asie. Certaines villes africaines dépendent presque entièrement du charbon de bois pour la cuisine. En Côte d'Ivoire, la diaspora malienne se mobilise pour voter au référendum du 18 juin sur l'adoption d'une nouvelle constitution. Au moins 200 à 300 000 Maliens voteront depuis la Côte d'Ivoire et beaucoup d'entre eux sont favorables à une réforme de la constitution. Il s'agit d'une étape importante dans le calendrier du gouvernement malien pour rendre le pouvoir aux civils. Oui, moi, ma position est très claire. Je vais voter et je vais dire oui. Et je le vote le oui. Moi, je suis du Nord. Je suis de Gao. Et particulièrement, je suis à 25 km de Gao. Tous mes parents qui sont là-bas, ils sont morts. On les a volé les bétails.
on les tue, on rentre dans les maisons, on les tue. Mais quand les militaires sont venus, je pense que la situation a été un peu sauvée. Donc c'est pour cela moi je suis avec les militaires. Le référendum du 18 juin sera le premier vote national depuis août 2020, date de l'éviction de l'ancien président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des élections sont prévues en février 2024 pour établir un gouvernement civil au Mali. Amadou Toumani Touré aussi, qui est arrivé par un coup d'État en 91, la constitution de 92 a été proposée et adoptée par un président issu d'un coup d'État. Donc dire que Assimi n'est pas légitime pour proposer une constitution, c'est de la mauvaise foi, je pourrais dire, et ça ne reflète pas la réalité du Mali. La diaspora malienne en Côte d'Ivoire représente 3 millions de personnes et selon les responsables de l'ambassade du Mali à Abidjan, il s'agit de la plus importante diaspora du pays. Les services de sécurité nigérians ont arrêté le chef de la banque centrale du pays. L'arrestation de Godwin Emefiele intervient dans le cadre d'une enquête sur les activités de son bureau, a annoncé samedi l'Agence nationale de la sécurité intérieure. Après près d'une décennie en poste, le gouverneur de la Banque centrale du Nigeria a été récemment suspendu de ses fonctions par le gouvernement du nouveau président Bola Ahmed Tinubu. Emefiele était très critiqué, notamment à propos d'une politique de l'ancien président Muhammadu Buhari, visant à remplacer les anciens billets en naira par de nouveaux, afin de prévenir la corruption lors des dernières élections. Emefiele avait également tenté de se présenter contre Tinubu lors des primaires du parti au pouvoir APC pour être le candidat du parti à la présidence, avant de s'écarter. Le sous-gouverneur de la banque assumera le rôle de directeur en attendant les conclusions des enquêteurs. La guerre en Ukraine a des répercussions sur le monde entier et particulièrement en Afrique. En visite en Côte d'Ivoire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a dit la volonté d'une grande partie du continent africain d'œuvrer pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit. Nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Cette déclaration intervient quelques jours avant le départ pour Kiev et Moscou d'une délégation africaine. Les présidents Zelensky et Poutine ont accepté de la recevoir. La mission africaine pourrait être la dernière d'une série d'efforts diplomatiques qui n'ont jusque-là pas mené vers un plan de paix en Ukraine. Il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix. Selon une source diplomatique, outre le président Nguesso, ses homologues sud-africains, sénégalais, ougandais, zambiens et égyptiens feront notamment partie de cette délégation. De violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise. La trêve de 24 heures qui s'est terminée dimanche n'aura donné que peu de répit aux habitants. Roquettes et obus font à nouveau trembler les murs des maisons. Seuls 20% des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum, où la situation est chaque jour plus invivable. Comment les gens peuvent-ils vivre dans une ville qui est bombardée et vaincue, où des tireurs d'élite sont dans la rue, où il n'y a ni magasin, ni service, ni marché? Cela fait presque 2 mois de guerre maintenant et la situation humanitaire est très difficile. Nous manquons de nourriture, de médicaments.
Nous ne pouvons même pas aider les personnes qui sont blessées. Nous nous trouvons sur l'île de Touti, actuellement assiégée, et nous utilisons des bateaux pour pouvoir atteindre la région d'Omdurman ou celle de Bari. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour dans l'ouest du Soudan. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts. L'ONU rapporte 2 millions de déplacés et réfugiés. Elle l'avait quitté il y a près de 16 ans. L'Érythrée réintègre l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. Un retour acté au 14e sommet de l'organisation qui s'est tenu ce lundi à Djibouti. L'Érythrée avait suspendu son adhésion à l'IGAD en 2007 à la suite d'une série de désaccords, notamment sur la décision du bloc de demander au Kenya de superviser la résolution d'un différend frontalier entre Asmara et Addis Abeba. Le président érythréen n'était pas présent à Djibouti, mais son ministre de l'Information assistait au sommet et il a assuré que son pays était prêt à participer aux efforts en faveur de la paix, la stabilité et l'intégration régionale. L'IGAD a été créée en 1986. Outre Djibouti, l'organisation regroupe l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda et désormais donc l'Érythrée. Au moins 46 personnes, dont la moitié sont des enfants, ont été tuées dans l'attaque d'un camp de déplacés en République démocratique du Congo. Le massacre a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dans le nord-ouest de la province d'Ituri, dans le camp de Lala. Un réseau d'observateurs basé dans l'est du pays ainsi qu'un chef de communauté locale ont confirmé le même nombre de morts, ajoutant que le bilan était encore provisoire. La milice Codeco, ou Coopérative pour le développement du Congo, impliquée dans de nombreux massacres ethniques, a été désignée comme à l'origine de ces meurtres. Cette dernière prétend protéger la communauté Landu d'un autre groupe ethnique, les Hema, ainsi que de l'armée de la République démocratique du Congo. Après une décennie de calme, le conflit entre les communautés Hema et Landu s'est ravivé en 2017, faisant des milliers de morts et forçant plus d'1,5 million de personnes à quitter leur foyer. Une grande partie de l'Est de la République démocratique du Congo est en proie à des dizaines de groupes armés, héritage des guerres régionales qui ont éclaté dans les années 1990 et 2000. Ce minibus roulant à l'électrique est l'œuvre de Mustapha Aboubakar Gadjibo. Ce jeune Nigérien a abandonné ses études universitaires pour se consacrer à la fabrication de véhicules 100% électriques, afin, dit-il, de lutter contre la pollution de l'air dans son pays. Ce qui m'a motivé à fabriquer un véhicule électrique, c'est avant tout pour les prix des carburants et des transports qui augmentent chaque jour. Et de plus, les autres véhicules à énergie fossile causent des dommages à notre environnement. Je me suis donc lancé dans la construction d'un véhicule électrique pour résoudre tous ces problèmes. Son entreprise Phoenix Renewable Energy produit également des panneaux solaires et transforme des véhicules à essence en électrique dans son nouvel atelier à Abuja. Le jeune entrepreneur dit pouvoir confectionner des dizaines de véhicules plus performants à même de répondre aux besoins en transport de la population. Ce modèle de véhicule électrique est conçu pour les transports en commun de courte distance et à faible intensité. Ce bus de 7 places est entièrement construit ici et il peut parcourir une distance de 210 km avec une seule charge. Il y a une option d'échange de batterie qui permet également d'économiser le temps de charge. Cet entrepreneur est prêt à vendre ses véhicules dans plusieurs autres pays du continent. Il dit avoir des commandes venant du Ghana, de l'Ouganda ou encore du Kenya, mais a besoin de financement pour agrandir son industrie.